Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Information QC, une émission consacrée à nouveau à la pêche au Québec. On va s'intéresser en premier aux ombles du Québec. Comment les identifier avec la vidéo qui suit. Aujourd'hui, on vous amène avec nous parce que Jean-François et moi, ce qu'on adore, c'est voyager à la découverte d'animaux formidables. Donc aujourd'hui, on est vraiment content parce qu'on est dans notre Québec natal et on s'en va à la recherche d'ombles. Vous vous demandez peut-être que sont les ombles? Eh bien, ce sont des poissons de la famille des salmonidés, comme les truites et les saumons, mais ils sont différents. Et c'est important de savoir les reconnaître parce que la réglementation peut changer selon les espèces. Pour vous montrer les 3 espèces d'ombles qu'on retrouve au Québec, on est allé rejoindre nos collègues techniciens de la faune sur certains lacs. Le premier poisson qu'on vous présente, c'est l'omble de fontaine, aussi appelé truite mouchetée. On le reconnaît entre autres justement à ses mouchetures ou marbrures foncées sur le dos, de même que sur la nageoire dorsale. C'est vraiment beau, c'est tout à fait, on dirait un léopard. C'est aussi le plus coloré des ombles. Donc vous remarquerez, il y a des petites taches jaunâtres avec des taches rouges et parfois les taches rouges vont être cerclées avec un halo bleu. C'est vraiment beau. Une autre caractéristique qu'on remarque, c'est que sur ses nageoires inférieures, c'est-à-dire les nageoires pectorales, les nageoires pelviennes et la nageoire anale. En gros, c'est les nageoires qui sont sous le poisson. Oui, exactement. Bien, il y a une bordure blanche, mais non seulement une bordure blanche, celle-ci est délimitée par une ligne noire. Mais attention, la ligne n'est pas toujours très claire. Parfois, ça peut être une zone noire. Oui, tout à fait. Je parlais des mouchetures. Bien, il y en a aussi parfois sur la nageoire caudale, sur la queue. C'est vraiment variable. Puis au niveau de la queue, bien, il y a aussi le fait qu'elle est parfois fourchue, parfois très peu, parfois même presque carrée. Bon, bref, très variable. L'omble de fontaine, c'est le plus commun des ombles. Donc c'est lui qui est le plus répandu dans le Québec. On le retrouve presque partout où l'eau est suffisamment fraîche. On vous présente maintenant la deuxième espèce d'omble, donc l'omble chevalier, aussi appelée truite rouge. Dans le sud du Québec, on retrouve la sous-espèce Ocassa, désignée vulnérable. L'omble chevalier peut vivre dans les mêmes plans d'eau que l'omble de fontaine, mais il semble préférer les zones plus profondes et plus froides. Faut noter aussi que l'omble chevalier Ocassa est beaucoup plus rare, d'où l'importance de bien les identifier. Donc comment le reconnaître? L'omble chevalier, c'est assez embêtant parce qu'il ressemble à l'omble de fontaine. Donc il se ressemble à un point tel qu'il peut aussi y avoir des hybridations, donc des fois c'est vraiment difficile, mais on va y arriver ensemble. Donc premier critère, on va regarder sur le dos du poisson. Vous vous rappelez, l'omble de fontaine avait des mouchetures sur le dos et sur la nageoire dorsale, mais chez l'omble chevalier, il n'y a pas ça. Son dos va être de couleur unie, ainsi que sa nageoire dorsale, puis il va y avoir là, une petite transparence dans sa nageoire dorsale. Il n'y a pas de motif ou de moucheture. Ensuite de ça, on va regarder sous le poisson, les nageoires qui sont situées sous le poisson. Vous vous rappelez, chez l'omble de fontaine, il y avait du noir et une bande blanche. Mais chez l'omble chevalier, il n'y a pas de noir. Il y a simplement la bande blanche qui, soit dit en passant, est présente chez tous les ombles. Ensuite de ça, au niveau de la coloration, l'omble chevalier va avoir des petites taches pâles. Parfois, il va aussi avoir des petites taches rouges, mais il n'y aura pas le halo bleu qui peut être présent chez l'omble de fontaine. En dernier lieu, peut-être regarder la queue. Donc, la nageoire caudale, généralement, chez l'omble chevalier, va être beaucoup plus fourchue que chez l'omble de fontaine. La troisième espèce d'omble est le touladi, aussi appelé omble gris ou truite grise, ou encore truite de lac. C'est l'omble le plus grand et aussi le moins coloré. Il est terne. Même sur une photographie noir et blanc, on ne verra pas de différence dans sa couleur. En réalité, il est grisâtre. Son corps est parsemé de taches pâles et même ces taches sont présentes sur la tête. Au niveau des nageoires inférieures, il y a la bordure blanche typique des ombles, mais évidemment, il n'y a pas la bordure noire que l'omble de fontaine a. Finalement, un autre critère, c'est que la nageoire caudale, au bout de la queue, est fortement fourchue. Critère qui est partagé aussi avec l'omble chevalier en général. En résumé, il faut se rappeler que
tous les ombles ont des taches pâles sur fond plus foncé et des bordures blanches aux nageoires inférieures. Mais l'omble de fontaine et l'omble chevalier ont souvent des taches rouges, contrairement au touladi qui a des points pâles qu'on retrouve également sur sa tête. L'omble de fontaine a souvent des halos bleus autour de certaines taches. Son dos, de même que sa nageoire dorsale, sont mouchetés et les bordures pâles de ses nageoires inférieures sont délimitées de noir, ce qui n'est pas le cas chez l'omble chevalier et le touladi. Et si on regarde la nageoire caudale, donc la queue, on remarque aussi que l'omble chevalier et le touladi ont la nageoire caudale nettement fourchue, mais que ce n'est pas le cas chez l'omble de fontaine. On espère que cette vidéo vous aidera dans le futur à bien identifier les espèces d'ombles du Québec. Et en ce qui nous concerne, eh bien, on continue de parcourir le Québec à la recherche de poissons et on espère bien vous les montrer dans de prochaines vidéos. Ouais! Dans les 3 prochaines vidéos, on va s'intéresser à la remise à l'eau des poissons. Salutations tout le monde! On est toujours très heureux d'avoir la chance de tremper notre ligne dans un lac poissonneux. Quoi de plus agréable? J'aimerais qu'on réalise ensemble que comme simple pêcheur, on peut contribuer de façon importante à préserver la qualité de pêche des lacs et des rivières qu'on fréquente. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de remise à l'eau. Pas nécessairement de remise à l'eau de tous les poissons, mais on va aborder ce sujet-là ensemble. Puis bien honnêtement, quand on a préparé ces capsules-là avec les biologistes du ministère Forêt, Faune et Parc, j'ai appris des choses. Ça va m'amener à partir de maintenant à améliorer mes pratiques quand on fait de la remise à l'eau. Donc, je vous invite à rester des nôtres, puis vous aussi, vous allez en apprendre davantage sur les saines pratiques de remise à l'eau. Mais là, on parle de remise à l'eau. Si on veut en remettre à l'eau, il faut d'abord aller en capturer. Allons-y. Évidemment, on va être appelé dans certaines occasions à faire de la remise à l'eau pour des questions réglementaires. Ça peut arriver une prise accidentelle qu'on ne peut pas conserver parce que la loi ne nous l'autorise pas. Mais on va aussi faire de la remise à l'eau volontaire. Si on capture un poisson qu'on ne souhaite pas consommer, bien évidemment, on veut le remettre à l'eau. Et on veut le faire de la bonne façon pour maximiser les chances de survie du poisson. Puis à ce chapitre-là, il faut se dire que peu importe l'espèce, il mérite le même traitement et le même respect, même si c'est un poisson plus robuste, même si c'est une espèce qui nous intéresse plus ou moins. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un point de loi qui dit qu'on ne peut pas tuer un poisson et s'en débarrasser ensuite. Donc, on ne fait pas ça. Aujourd'hui, vous allez me voir pêcher la truite mouchetée, manipuler des truites mouchetées, mais sachez que tout ce qu'on va vous montrer comme manipulation des poissons pour une bonne remise à l'eau, ça s'applique à toutes les espèces. C'est vraiment ce qui est recommandé, peu importe l'espèce que vous pêchez. Notre objectif, c'est vraiment de réduire au minimum le temps des manipulations, puis plus important encore, le temps d'exposition du poisson à l'extérieur de l'eau. On veut que ça soit le plus court possible, peu importe l'espèce. Dans le cas bien précis des salmonidés, il y a des études qui démontrent qu'idéalement, le poisson ne devrait pas être à l'extérieur de l'eau plus de 15 secondes. Alors, on s'organise pour faire ça vite. Ce qui peut nous aider, c'est d'avoir près de nous tout ce qu'on a besoin pour la remise à l'eau. Donc, on n'est pas en train de chercher des outils pendant que le poisson est plus dans l'eau ou à tout le moins près du bateau. Ce qui aide beaucoup, c'est quand on pêche avec des leurres artificielles. C'est très efficace. Les leurres artificielles ont beaucoup évolué. Il n'y a plus maintenant la nécessité d'utiliser des vers de terre. L'avantage que ça va nous donner, c'est que le poisson va avaler moins profondément l'hameçon. Donc, au moment du ferrage, les risques de blessure sont moindres. Puis, évidemment, s'il l'avale moins profondément, ça veut dire aussi que ça va être plus facile pour nous, avec les pinces, de décrocher l'hameçon. Bref, il n'y a que des avantages. Première truite au bout de la ligne. Comme on mentionnait, il faut avoir tout près de nous notre outillage, les pinces. Dans un monde parfait, là, quand on veut faire une belle remise à l'eau, si on peut éviter de la sortir de l'eau, c'est vraiment la situation idéale. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je la garde dans l'eau. On n'a même pas besoin de lui toucher. Je tiens simplement le fil. Puis avec mes pinces, je vais venir agripper l'hameçon puis la libérer.
Donc ça nous fait une remise à l'eau où vraiment là, le poisson à peu près pas est exposé à l'air. Et voilà, ça s'en va. Aussi facile que ça. Fait qu'évidemment, on vient de maximiser les chances de survie de ce poisson-là et c'est ce qu'on souhaite. Parlant de maximiser les chances de survie, il y a des situations qui commandent qu'on soit plus prudent. Quand l'eau est chaude, quand la température extérieure est chaude, il faut essayer de faire encore plus rapidement si c'est possible, ou même à la limite de peut-être choisir d'aller pêcher certaines espèces qui ne sont pas des espèces d'eau froide. C'est peut-être un moment de l'année où on voudrait aller à la chigan ou doré, d'autres espèces qui sont un petit peu moins sensibles à la température chaude. Là, j'ai eu une touche vraiment franche. La petite naine que j'ai montée sur ma tête de jig, là, la truite la voulait. Une des choses les plus importantes, c'est de toujours se mouiller les mains quand on va manipuler la truite. Pourquoi on veut faire ça? Bien, il y a une couche de protection là, sur la peau des poissons qui protège le poisson contre les maladies, les infections, etc. Si on a les mains sèches, ça colle après nos mains, donc on enlève cette couche de protection-là du poisson. Puis j'en profite pour dire d'ailleurs que tout ce qui s'appelle crème solaire, insectifuge, ça aussi, ça peut détruire la couche de protection qu'il y a sur la peau des poissons. Donc, évidemment, on prend le temps de se mouiller les mains abondamment. Puis au moment de décrocher le poisson, ce qu'on veut faire, bien, autre précaution, ça va de soi, vous me direz, là, mais on veut éviter de mettre les doigts dans les yeux ou les doigts dans les branchies. Ce sont des parties très sensibles. Donc, on veut essayer de maintenir la truite idéalement horizontale, délicatement, puis on va approcher avec nos pinces pour décrocher l'hameçon. Voilà, aussi simple que ça. Au moment de la remise à l'eau, on tient le poisson délicatement, puis il n'y a pas lieu de faire des mouvements de va-et-vient arrière-avant. C'est pas nécessaire, en fait, c'est une fausse croyance, ça n'a pas d'utilité. On maintient simplement le poisson horizontal délicatement. Quand le poisson va être prêt, il va partir de lui-même. On va le sentir entre nos doigts qu'il veut s'en aller, qu'on le laisse partir, puis la remise à l'eau est un succès. Et voilà, donc pas plus compliqué que ça, puis ce poisson-là est reparti avec une excellente chance de survie. Ah oui, belle mouchetée. Comme j'ai mentionné déjà, étape très, très, très importante, bien se mouiller les mains. Puis là, cette fois-ci, c'est parfait pour une remise à l'eau. On voit que l'hameçon est vraiment sur le bord des lèvres. Admettons que la truite aurait envalé davantage l'hameçon, que ce serait dans le fond de la gorge, par exemple. Ce qu'on veut éviter de faire, c'est de prendre les pinces puis tirer là-dessus. Les risques de blesser le poisson sont beaucoup plus grands de cette façon-là. Moi, j'ai toujours avec moi des petits ciseaux. Fait qu'on peut simplement aller couper le fil relativement près de l'hameçon. Puis là, comme j'expliquais tout à l'heure, on la tient délicatement à l'horizontale, puis quand elle va être prête, elle va partir d'elle-même. Hop, voilà, là, je sens qu'elle veut partir, et voilà, elle est partie. Bon, mais ma petite sortie de pêche est terminée, ça a bien été, j'ai pu capturer plusieurs mouchetées, puis surtout faire des belles remises à l'eau. J'ai pas eu la malchance que certaines de ces truites-là soient piquées à un mauvais endroit. Quand ça arrive, ça peut occasionner une blessure plus sérieuse ou un saignement abondant. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que si la loi le permet, évidemment, on conserve ce poisson-là pour s'en faire un bon repas par la suite. Comme vous avez pu voir, c'est des gestes simples et faciles à faire qui nous permettent d'augmenter grandement les chances de survie du poisson. Donc, je vous suggère de faire comme moi, à partir de maintenant, de changer, d'améliorer vos pratiques en ce qui concerne la remise à l'eau des poissons. Puis, évidemment, c'est la ressource et, par le fait même, nous, les pêcheurs, qui allons sortir gagnants de ça. C'est un peu notre contribution pour avoir une meilleure qualité de pêche dans nos lacs et nos rivières. Je vous invite à partager ces informations-là avec vos amis pêcheurs. Puis tiens, pourquoi pas partager cette capsule-là sur vos médias sociaux. Merci et bonne pêche! Salutations à tout le monde. On peut être appelé à faire de la remise à l'eau
par choix ou pour des raisons réglementaires, tant qu'à le faire, faisons-le de la bonne façon. Il faut avoir le bon équipement, on va regarder ça ensemble. Puis, bien important aussi, avoir notre équipement à portée de main. Parce que ce qu'on veut faire, c'est réduire le temps des manipulations et surtout réduire le temps où le poisson est à l'extérieur de l'eau. Donc, très important, avoir une paire de pinces près de nous. C'est avec ça qu'on va aller décrocher l'hameçon, bien évidemment. J'aime aussi avoir une paire de ciseaux. Donc, si jamais l'hameçon est piqué profondément dans la gueule du poisson, c'est préférable de couper le fil puis de le remettre à l'eau avec l'hameçon. Naturellement, le poisson va s'en débarrasser puis ses chances de survie vont être meilleures que d'essayer d'arracher ça avec les pinces. On peut être appelé aussi à vouloir mesurer notre poisson. Encore là, pour des raisons légales ou pour notre simple plaisir. Un ruban à mesurer, comme ça, je trouve ça fantastique. Je l'ai toujours près de moi. Fait qu'on peut même mesurer le poisson dans l'eau si on veut. Très commode. Souvent, on aime garder un souvenir quand on fait une belle capture. Donc, notre cellulaire, il ne faut pas qu'il soit dans un sac à dos à l'avant de l'embarcation. On veut l'avoir près de nous, notre appareil photo. Fait que ça se fait rapidement si on doit prendre une photo. Au niveau de l'équipement, il y a des petites choses aussi qu'on peut faire pour améliorer les chances de survie du poisson. Si on pêche, par exemple, avec des appâts vivants, disons un ver de terre à la truite mouchetée, par exemple, on peut utiliser un hameçon circulaire. Au moment où le poisson mord, la petite différence qu'il y a, c'est qu'on ne va pas ferrer, donner un coup, on va simplement mouliner. L'hameçon va venir s'accrocher assez près de l'extérieur de la gueule. Les études le démontrent, c'est pas moins efficace, mais le poisson est piqué juste sur le bord de la gueule, donc facile à décrocher quand vient le moment de le remettre à l'eau, si c'est ce qu'on souhaite faire. On peut s'aider aussi en utilisant des leurres artificielles. Donc, dans mon montage classique ici pour la truite, au lieu d'un ver de terre ou d'un bout de ver de terre, je mets un petit leurre artificiel. C'est aussi efficace. Une autre situation que cette fois, il faut éviter. Je ne voudrais pas, par exemple, aller pêcher le masquinongé, un très gros poisson, avec ma canne à truite mouchetée et du fil de 6 livres de résistance. Là, je serais obligé d'étirer trop le combat pour ne pas me faire casser mon fil. Puis à ce moment-là, les chances de survie du poisson diminuent grandement. Donc, l'équipement doit être adapté à l'espèce qu'on pêche. En terminant, la puise, on la veut en caoutchouc, encore une fois, pour éviter de graffiner la peau du poisson. À ce moment-là, ça crée des blessures qui peuvent être une porte d'entrée pour les infections. Donc, des mailles petites, une épuisette en caoutchouc. Pour faciliter la manipulation des poissons de grande taille, comme les masquinongés, les esturgeons et même les gros brochets, on encourage l'utilisation d'une civière. De cette façon-là, bien équipé, puis d'avoir ces choses à portée de main, on augmente grandement la chance de survie des poissons qu'on remet à l'eau. Salutations à tout le monde! Au cours des dernières années, nos connaissances sur la biologie des poissons ont beaucoup évolué. Que ce soit dans le contexte de la remise à l'eau d'une capture ou encore dans nos pratiques régulières de pêche, on peut maintenant faire de meilleurs choix. On va prendre un exemple pour bien se comprendre. Je viens de remettre un poisson à l'eau, puis je le vois s'en aller à toute vitesse. Est-ce que ça veut dire automatiquement que ce poisson-là va survivre et qu'il va y avoir aucune conséquence à notre remise à l'eau? Pas nécessairement. On a compris, entre autres, que si les poissons se voient imposer un stress important, ça peut avoir des conséquences négatives sur leur comportement et même amener certains poissons à mourir après la remise à l'eau. Comment éviter ça? Très simple. On veut éviter d'étirer le combat avec le poisson. Puis au moment de la remise à l'eau, il faut que les manipulations se fassent rapidement. On veut que le temps d'exposition hors de l'eau soit le plus petit possible. Si on fait ça comme ça, on va avoir d'excellentes chances de survie du poisson. Puis ça m'amène à un exemple. À l'occasion, on va se dire, les pêcheurs, puisque je fais de la remise à l'eau, c'est pas grave si je prends beaucoup de poissons. On pourrait prendre un exemple comme la truite grise, où la limite de prise est souvent de 2 poissons. Là, je me dis, bon, je les remets tous à l'eau. Fait que c'est pas grave. J'en prends 10, j'en prends 15, j'en prends 20. Je suis chanceux aujourd'hui, la pêche est bonne. Mais il ne faut jamais perdre de vue ces questions-là. Il y a un stress physiologique qui s'installe chez le poisson qui peut avoir des conséquences négatives. Puis il y a quand même un certain taux de mortalité au niveau de tous ces poissons-là qui seraient remis à l'eau. Fait qu'idéalement, quand on a fait quelques captures, on est content, bien, on peut changer d'espèce.
C'est une bonne façon de faire, plutôt que d'en capturer beaucoup puis faire plein de remises à l'eau. Une autre information bien importante à savoir, c'est qu'un poisson capturé à de très grandes profondeurs peut souffrir de ce qu'on appelle un barotrauma. La façon souvent, nous, pour les pêcheurs, de reconnaître ça, c'est qu'on va voir la vessie natatoire dans la gorge. Évidemment, la meilleure chose à faire, c'est d'éviter de pêcher à des grandes profondeurs comme ça. La plupart du temps, on va trouver des poissons à des profondeurs intermédiaires ou même en eau peu profonde. Par contre, si ça arrive, on évite d'essayer de dégonfler la vessie natatoire. On le remet simplement à l'eau le plus rapidement possible. C'est de cette façon-là que les chances de survie du poisson sont les meilleures. Si on pêche, par exemple, en période de canicule, l'eau en surface est très chaude, la température extérieure est chaude. Le succès de remise à l'eau peut baisser pour des espèces d'eau froide dans ces circonstances-là. Fait que peut-être qu'un bon choix en pleine canicule, c'est d'aller vers d'autres espèces, comme, quand c'est possible, évidemment, comme le doré, la chigan, le brochet, qui vont avoir moins d'impact négatif au moment de la remise à l'eau. Ça peut être aussi en choisissant de pêcher tôt le matin, alors que là, l'eau de surface s'est refroidie un peu pendant la nuit. Fait que si on fait une remise à l'eau, il y a moins de chances d'avoir des conséquences négatives au niveau du poisson. Plus de chances, donc, qu'il survive. En terminant, j'ai une petite question pour vous. Est-ce absolument nécessaire de ramener votre limite de prise à la maison pour apprécier votre journée? Pensons-y. Et pour terminer, comment identifier les espèces envahissantes? Est-ce que vous saviez qu'au Québec, on retrouve environ 120 espèces de poissons d'eau douce, mais que certaines d'entre elles ne viennent pas d'ici? Ce sont des espèces qui ont été introduites. Comme on est fasciné par ces animaux, on a décidé d'aller à leur rencontre et de vous présenter 3 espèces parmi les plus envahissantes. On en profite également pour vous présenter les espèces indigènes qui leur ressemblent, car il ne faut surtout pas se tromper. Notre excursion commence aux abords du fleuve Saint-Laurent où on va rencontrer un envahisseur qui provient de la région conjointe entre l'Europe et l'Asie, qui nous est arrivé par les eaux de ballast des navires et qui a colonisé tout d'abord les Grands Lacs dans les années 90, puis le fleuve Saint-Laurent en entier jusque vers les environs de la ville de Québec. Qui est cet envahisseur? Le gobie à taches noires. Le gobie à taches noires a généralement une tache noire sur la première nageoire dorsale. Mais le truc qui permet de le distinguer de tous les poissons, c'est que ces nageoires pelviennes sont fusionnées, donc ça n'en forme qu'une seule. Également, le gobie à taches noires a des écailles. Ça peut paraître banal comme critère, mais c'est très important parce qu'il y a d'autres poissons qui ressemblent au gobie, mais qui sont indigènes d'ici, et j'ai nommé les chabots. Donc, les chabots aussi, c'est des poissons de fond. Ils vont avoir une grosse tête avec des yeux sur le dessus, comme les gobies, mais ils n'ont pas d'écailles. Également, si vous regardez leurs nageoires pelviennes, vous remarquerez qu'ils ne sont pas fusionnés. C'est vraiment 2 petites nageoires. Il y a aussi les raseux de terre qui pourraient être confondus avec les gobies à taches noires. Donc, les raseux de terre font partie des dors et sur leur corps, ils ont plein de petites taches qui font penser un peu au gobie à taches noires. Lui aussi, il a plein de petites taches sur son corps. Mais les raseux de terre sont plus filiformes, ils ont moins une grosse tête. Et si on regarde les nageoires pelviennes, on remarque qu'il y a 2 nageoires pelviennes bien séparées. On se dirige ensuite à la rivière Richelieu à la rencontre de 2 autres envahisseurs. Ce sont des poissons qui sont eux aussi originaires de l'extrême est de l'Europe et ouest de l'Asie, et j'ai nommé la tanche et le gardon rouge. La tanche est un gros poisson assez particulier, au corps verdâtre, les écailles sont minuscules, le corps est recouvert d'un mucus. Au toucher, on le sent, c'est un poisson qui est très gluant. Le pédoncule caudal, en fait, qui fait partie de la queue, est très épais. Les yeux sont souvent rouges ou orangés. Et si on est attentif, on peut remarquer de chaque côté de la bouche un petit barbillon. La nageoire dorsale, elle, est plutôt haute et étroite. Les premières tanches sont arrivées dans la rivière Richelieu, échappées d'un élevage, dans les années 90 aussi. Il s'en est passé des choses dans les années 90. Depuis ce temps, les tanches ont colonisé la rivière Richelieu, évidemment, mais aussi le lac Champlain et le fleuve Saint-Laurent.
Ce qui est inquiétant, c'est que les tanches sont en constante progression et c'est un poisson qui est très tolérant aux eaux à faible teneur en oxygène et c'est un poisson aussi qui est omnivore. Donc, on craint que les tanches aient un impact sur les herbiers aquatiques qui sont vraiment un milieu de vie important pour les invertébrés et aussi pour les poissons, évidemment. En ce qui concerne le gardon rouge, eh bien, c'est une espèce qui sert de poisson à pas aux États-Unis et il est arrivé au Québec via le lac Champlain puis la rivière Richelieu. Le gardon rouge est une espèce qui mesure souvent plus de 20 cm, les plus gros peuvent atteindre 50 cm et qui ressemble beaucoup, comme 2 gouttes d'eau, à notre méné jaune indigène. Donc, un corps qui est haut, aplati latéralement, nageoire dorsale un peu reculée, une longue nageoire anale, mais il se distingue du méné jaune par la teinte rouge de ses nageoires. Et pourquoi on ne veut pas de gardon rouge dans nos plans d'eau? Bien, c'est parce que c'est un poisson qui fait de la compétition aux autres poissons, dont le méné jaune, mais aussi les jeunes des espèces sportives qu'on aime pêcher. Et il y a même des cas qui ont été documentés d'hybridation entre le gardon rouge et le méné jaune. On n'aime pas ça. Finalement, on ne le dira jamais assez, c'est primordial de bien identifier les espèces exotiques envahissantes et surtout, il ne faut pas se tromper avec les espèces indigènes qui, elles, viennent d'ici. Sur ce, on vous souhaite une bonne pêche dans le respect des règles et nous, eh bien, on va continuer nos excursions. Yeah! J'espère que vous avez apprécié cette émission Information QC. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire au info@quebec.media ou par téléphone au 418-654-8486. Et sur ce, à la prochaine. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives.